Le claquement de la porte de la chambre d'amis fut un choc physique, une force de choc qui vibra à travers le vieux plancher et jusqu'à la moelle de mes os. Mais ce furent ces mots sifflés à travers le bois juste avant le cliquetis du loquet qui brisèrent véritablement l'air. « Tu n'es qu'une invitée ici, Geneviève. Tu ferais bien de t'en souvenir. » Je restai assise au salon, dans le fauteuil usé où mon défunt mari Richard lisait le journal tous les dimanches depuis 30 ans. Mes mains, qui avaient autrefois assisté avec assurance lors d'opérations à cœur ouvert, reposaient repliées sur mes genoux, me semblant soudain vieilles et inutiles. Le poids d'une vie, des gardes de nuit à l'hôpital, de l'éducation d'un fils, des prières murmurées au chevet de Richard tandis que le cancer le dévorait morceau par morceau, semblait s'enfoncer plus profondément dans les coussins sous moi. Il y a 2 ans, après le décès de Richard, le silence de notre immense maison de Portland s'est transformé en un rugissement insupportable. Alors, je l'ai vendu. J'ai chargé l'essentiel dans ma vieille berline et pris la route vers le sud, en direction de la banlieue où mon fils Léo et sa femme Chloé évoluaient avec leur 2e enfant, une petite fille qui sentait encore le lait et la fraîcheur. Je pensais que vivre en famille serait un sanctuaire. Je pensais qu'aider mes petits-enfants, partager ma retraite pour alléger leur fardeau et embaumer leur maison de l'odeur du pain frais serait une bombe pour la blessure que j'avais au cœur. Je n'aurais jamais imaginé devenir un intrus dans une vie que je finançais activement. Je ne m'attendais pas à être considérée comme une simple invitée. Dès mon arrivée, j'ai insisté pour payer ma part. J'étais une infirmière chirurgicale à la retraite, avec une solide retraite et l'habitude, depuis toujours, d'anticiper les besoins avant qu'ils ne deviennent critiques. Je payais les courses, les factures de services publics qui grimpaient sans cesse, les tickets modérateurs imprévus pour les enfants. Quand Chloé se plaignait du coût d'une bonne école maternelle, je réglais discrètement les paiements. Quand les hivers de l'Oregon sont devenus sombres et humides, j'ai absorbé la hausse de ma facture de chauffage sans un mot. Je n'ai rien demandé en retour. Je croyais que c'était ainsi que fonctionnait la famille. On donne, on soutient, on aime s'en tenir de registre. Au début, c'était tout ce que j'avais espéré. J'étais Nana, la gardienne des histoires et la pâtissière de parfaits cookies aux pépites de chocolat. Le visage de mes petits-enfants s'illuminait quand j'entrais dans une pièce. Léo m'appelait encore maman, sa voix conservant la même chaleur qu'à l'époque où il était enfant. Chloé m'offrait des sourires polis, quoique un peu distants. Mais la chaleur, j'ai appris, peut s'estomper aussi sûrement que la marée, laissant derrière elle un rivage froid et rocailleux. La politesse a commencé à s'effilocher, remplacée par des commentaires aussi blessants que des coupures de papier. « Geneviève, tu as laissé la porte du garage ouverte » disait Chloé d'un ton si sec à faire cailler du lait. Je murmurais des excuses et me retirais. Un jour, j'ai retrouvé la collection de photos de famille que j'avais apportées, des photos de Léo enfant, de Richard et moi le jour de notre mariage, déplacés de la bibliothèque principale à une petite table d'angle poussiéreuse, avec un post-it indiquant « Les affaires de maman ». L'exclusion s'est organisée. J'ai été discrètement exclue du groupe de discussion familiale où l'on discutait des repas et des sorties du week-end. Ils ont engagé une entreprise de ménage hebdomadaire, déclinant poliment mes offres d'aide, me donnant l'impression d'être inutile et de faire partie du désordre à gérer. Le mois dernier, alors que je servais les roulés à la cannelle que j'avais cuisinés à l'aube, Chloé a esquissé un sourire tout tendant de scie. « Tu sais, Geneviève, on se demandait si, puisque ton séjour n'était que temporaire, on avait vraiment besoin de cette chambre d'amis pour ranger les affaires, ou peut-être pour mon espace yoga. » Je n'ai pas répondu. J'ai simplement débarrassé mon assiette et je suis allée à la cuisine. Le silence de mes pas, un rugissement dans mes propres oreilles. Et puis ce matin est arrivé. J'étais dans la cuisine en train de couper des fraises pour le porridge des enfants. Une routine simple et joyeuse. Leur voix résonnait depuis le couloir. Je ne voulais pas écouter, mais la voix de Chloé était un scalpel. « Tu as de la chance qu'on te laisse vivre ici » avait-elle sifflé à Léo. « Tu n'as pas ton mot à dire sous notre toit. » Ces mots ne m'étaient pas destinés, mais ils m'ont tout de même frappé. « Tu n'as pas ton mot à dire. » Les fondations de mon monde, celui que je croyais fondé sur l'amour et la contribution, se sont fissurées sous mes pieds. J'ai apporté les flocons d'avoine à la table. Mes petits-enfants m'ont souri de leur sourire pur et simple. Pour eux, j'avais toujours ma place. Mais lorsque Léo est entré dans la pièce, son regard a refusé de croiser le mien. Il était envahi par une culpabilité familière et molle qui s'est évanouie dès que Chloé est entrée derrière lui. La posture rigide, son téléphone tenu comme un bouclier. « Je suis désolée, maman », a-t-il commencé à marmonner. Chloé l'a interrompu. « Laissons tomber. Elle s'en remettra. »
Et sur ce, je fus congédiée. Ni une mère, ni une grand-mère, mais un problème à gérer. Une invitée dont l'accueil était révolu depuis longtemps. J'étais assise dans mon fauteuil, la maison silencieuse maintenant qu'ils étaient partis. Les larmes que j'avais retenues pendant des mois menaçaient de couler, mais je les refusais. La colère n'était pas la solution. En vérité, je pensais à Richard, à la vie que nous avions bâtie sur le respect mutuel. Je pensais à l'acompte que je leur avais versé pour cette maison, un cadeau de l'assurance vie de leur père. Ils dirigeaient une maison qui ne leur appartenait pas vraiment, traitant son bienfaiteur discret comme un fardeau. Je me levai de ma chaise, les vieux ressorts gémissant en signe de protestation. Je lui tapotai le bras une fois, un merci silencieux pour son soutien indéfectible. Debout là, un plan commença à se former, froid et clair comme la glace. Sa porte était fermée, mais ses paroles restaient suspendues dans l'air. Je me promis silencieusement de leur rappeler sans équivoque qui était l'invité et l'hôte. Je commençais mes journées avant le lever du soleil, comme toujours. Dans le silence qui précédait l'aube, je pouvais faire comme si la maison m'était à nouveau. Je me glissais dans la cuisine, enfilais un vieux tablier et commençais les rituels de soins. Je coupais les légumes pour les ragoûts, mesurais la farine pour le pain et préparais le café, emplissant la maison d'arômes de chez soi et de stabilité. Je le faisais parce que c'était mon but, du moins c'est ce que je me disais. Je guidais les enfants dans leur routine matinale, aidant mon petit-fils à faire ses lacets et tressant les cheveux de ma petite-fille. Leur affection innocente était un baume, un répit temporaire face à la réalité glaçante de ma situation. À la table du petit-déjeuner, une ligne invisible était tracée. J'étais assis au fond, comme un îlot. Mes questions à Léo et Chloé recevaient des réponses brèves et concises. Leur regard se tournait vers moi, celui de Léo avec une pointe de honte, celui de Chloé avec une irritation non dissimulée. Je mangeais, ne goûtant rien d'autre que l'amertume d'être toléré. Je devenais un simple papier peint dans la maison que je maintenais solvable. En faisant la vaisselle après qu'il se soit précipité dehors, je me suis souvenu du jour où j'avais fait la proposition. Léo se lamentait sur leurs finances, le coût exorbitant de la garderie, l'hypothèque qui semblait un boulet. J'ai lu la peur dans ses yeux, la même peur que j'avais vue dans les yeux de mon père des décennies plus tôt. « Laisse-moi t'aider », avais-je dit doucement. « Laisse-moi ouvrir un compte pour payer les factures du ménage, la maternelle, les charges, les courses. Considère ça comme un cadeau de Richard. Il aurait voulu que tu sois en sécurité. » Léo avait hoché la tête, le soulagement l'illuminant. Chloé avait l'air sceptique, les yeux plissés comme si elle cherchait le piège. Il n'y avait pas de piège, seulement le désir d'une mère de voir son enfant en sécurité. J'ai créé le fonds familial à Tetherton. Mes chèques de retraite mensuels et les dividendes importants du portefeuille de placement de Richard y ont été déposés directement. De ce fonds, j'étais la seule à autoriser les virements mensuels automatiques vers un compte de débit. C'était ce débit. La carte que Chloé utilisait pour tout. Les courses bio du New Seasons Market, les frais de scolarité de l'école Montazori, ses cours de poterie artisanale, l'adhésion de Léo au club de bière artisanale. Il vivait une vie confortable et bien organisée, totalement inconscient de l'architecture silencieuse et invisible qui soutenait tout cela. Le compte était à mon nom, et j'en étais l'unique fiduciaire. Les relevés, que je gardais sous clé dans mon bureau, étaient un témoignage discret de mon amour. Ils témoignaient d'un soutien constant et unilatéral. Mais je commençais à réaliser que la générosité non reconnue est souvent prise pour une obligation, puis finalement pour un droit. Un après-midi, j'ai surpris Chloé au téléphone avec une amie. Oh, la mère de Léo. Elle est là simplement parce qu'elle n'a nulle part où aller. C'est beaucoup. Mais que peut-on y faire? Mes mains, en train de plier une lessive, se sont mises à trembler. Je n'étais pas un refuge. J'étais une ressource. Ce soir-là, j'ai commis l'erreur d'essayer de participer. Il parlait de colonies de vacances pour les enfants. La brochure du camp artistique avait l'air jolie. Je l'ai proposée. Je serais ravie de couvrir les frais pour ça aussi. Chloé n'a même pas levé les yeux de son iPad. On s'en occupe. Tu n'as pas ton mot à dire, Geneviève. Tu n'as pas ton mot à dire. Ces mots étaient des mots de juge. Moi qui ai financé leur vie, je n'avais pas mon mot à dire. J'aurais voulu dire que j'avais payé le toit qui t'abrite pour être si dédaigneuse. Mais je n'ai rien dit. J'ai siroté mon thé, le liquide chaud, une punition sur ma langue, et j'ai cligné des yeux pour retenir mes larmes de colère. L'étiquetage a commencé subtilement. Une brique de lait d'amande dans le réfrigérateur portait le nom de Chloé écrit dessus à l'encre noire.
Puis un paquet de fromage coûteux était réservé aux invités. Ce que j'ai compris avec une secousse douloureuse, pas pour Geneviève. Le message était clair. Il traçait des limites, cloisonnant un foyer autrefois partagé. Le coup de grâce est venu lorsque Chloé s'est approchée de moi avec un sourire radieux et appliqué. Dis donc, je pensais que pour simplifier les choses et rendre les choses plus justes pour tout le monde, on devrait peut-être commencer à faire ses courses séparément. Tu sais, vu qu'on a tous des budgets et des goûts différents. Pour être honnête, ai-je répété, les mots me semblèrent comme de la cendre dans la bouche. Mon budget finançait tout leur garde-manger, mais j'ai simplement hoché la tête. J'ai commencé à garder un petit sac de ma propre nourriture dans ma chambre, comme un étudiant en résidence universitaire. À chaque pomme achetée séparément, à chaque brique de lait étiquetée de mon initiale, je sentais une part de moi-même se déchiqueter. Puis est arrivé le nouveau fil de discussion, celui dont je n'étais pas membre. Je l'ai découvert par hasard en demandant à Léo des nouvelles de son entraînement de foot. « Oh, tu n'as pas vu le message ?» demanda-t-il avant de s'effondrer. « Ah, c'est vrai. On a créé une nouvelle conversation juste pour nous trois. C'est plus facile pour les plannings. Je n'étais plus sur l'agenda familial. J'étais une gêne administrative. J'ai commencé à dîner seul dans le fauteuil, incapable de supporter le poids de leur silence poli et exclusif à table. L'insulte finale est arrivée par un après-midi frisquet, quand j'ai oublié de fermer la porte du garage après avoir apporté mon unique sac de course. Chloé a fait irruption dans la maison, le visage empreint de fureur. « Tu te rends compte que le garage était grand ouvert toute la journée? Tu essaies de nous faire cambrioler? Tu oublies des choses. Tu nous ralentis. Tu encombres notre espace. » J'ai ouvert la bouche pour m'excuser, mais elle a levé la main, non pas pour me frapper, mais pour me faire taire. « Tu n'es qu'une invitée ici, » a-t-elle craché les mots du verdict final. Pas de la famille. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas pleuré. Je suis allée au salon et je me suis assise, les yeux fixés sur le portrait de famille sur la cheminée, celui où je me tenais derrière eux, fière matriarche. J'ai regardé mon propre visage souriant dans le cadre et j'ai réalisé que je n'avais pas vu cette femme dans le miroir depuis très longtemps. Je suis restée assise là jusqu'à ce que la maison soit plongée dans le noir et le silence, et j'ai repensé, une fois de plus, au trust familial à Tetherton. Je n'avais jamais voulu m'en servir comme d'une arme. Mais quand on est constamment traité comme un fantôme, la seule façon de prouver son existence est peut-être de rappeler à tout le monde ce qui se passe quand on disparaît. Le lendemain matin, j'ai étalé les documents du compte en fiducie sur le petit bureau de ma chambre. Il ressemblait à une carte du champ de bataille. J'avais tout conservé, chaque bordereau de dépôt, chaque autorisation de virement, chaque lettre de la société financière. Richard avait toujours dit que la tenue de registre méticuleux était une forme de pouvoir, et je l'avais écouté. J'ai trouvé le dossier, lourd du poids de mes contributions silencieuses. Le dernier relevé indiquait le rythme de vie que je payais. 2500 $ pour l'hypothèque, 800 $ pour la maternelle, des centaines chez Woolfoods, une facture dans une boutique de vêtements pour enfants. Chaque retrait provenait du compte de débit lié au compte en fiducie, un compte que seul moi, Geneviève Tetherton, pouvais contrôler. J'ai repensé au jour où je l'avais créé. Léo venait d'être licencié et Chloé était accablée par un nouveau-né. J'ai vu leur panique. J'ai appelé mon conseiller financier, un homme gentil et discret nommé Monsieur Davis. J'ai expliqué que je souhaitais créer un trust révocable que je pourrais financer et contrôler entièrement de mon vivant. C'était un acte d'amour destiné à me fournir un filet de sécurité, pas un hamac doré. Ils n'avaient jamais remis en question la provenance des fonds. Ils avaient simplement accepté. Ils pensaient qu'il s'agissait d'une ponction lente sur mes économies, la générosité d'une vieille dame aimante et un peu sale. Ils n'avaient jamais soupçonné l'existence d'un système. Ils n'avaient jamais soupçonné que j'étais encore la femme perspicace et méthodique qui dirigeait un bloc opératoire à haut risque depuis 3 décennies. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro de Monsieur Davis. « Geneviève, dit-il chaleureusement, ravi d'avoir de vos nouvelles. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui ?» Ma voix était posée, mon cœur battant à tout rompre. « Monsieur Davis, je vous appelle pour confirmer le statut du trust familial à Tetherton. Je demeure l'unique fiduciaire. Exact. Avec un contrôle absolu sur tous les actifs et leur distribution. »« Absolument, Geneviève, » répondit-il sans hésiter. « Vous et vous seul avez pleine autorité. Le compte est à votre entière discrétion. » J'ai pris une inspiration. Et si je souhaite le geler, avec effet immédiat? Il y eut un bref silence à l'autre bout du fil.
Puis il gèle, dit-il d'une voix douce mais ferme. Tous les virements automatiques cesseraient. La carte de débit serait refusée. Il n'aurait plus accès au fonds. J'ai regardé à nouveau le relevé. Des frais pour une sortie en famille aux eaux de l'Oregon. Un paiement pour la formation de professeur de yoga de Clos. Tout ce que j'avais fourni. Tout ce que je tenais pour acquis. J'ai imaginé la scène à la caisse du supermarché. La carte avait été refusée. La rougeur de gêne de Clos se transforma en colère indignée. Léo, confus, tâtonna. À cet instant, je ne ressentis pas la moindre malice. Je ressentis seulement une profonde et libératrice lucidité. Il m'avait appris que mon amour était transactionnel. Il était temps de conclure une transaction. Veuillez geler le compte, monsieur Davis, dis-je. Considérez cela comme terminé. Geneviève. D'un seul coup, l'architecture invisible de leur vie fut démantelée. Je n'en ai parlé à personne. J'ai vaqué à mes occupations avec ce sourire discret de femme qui garde un secret. J'ai préparé une dernière fournée de muffins citron pavot pour les enfants. Un dernier geste de la grand-mère dont ils pensaient pouvoir se débarrasser. Je les ai laissés sur le comptoir avec un mot. Profite bien de mes chéris. Bisous, Nana. Puis je suis allé dans ma chambre et j'ai fait mes valises. Je n'ai pas ragé. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement vibré de cette puissance silencieuse qu'ils ignoraient que je possédais. Je leur avais apporté du réconfort. Je leur avais apporté de la sécurité. Maintenant, je reprenais quelque chose de bien plus précieux que l'argent. Je me reprenais. Je suis parti avant l'aube. Une seule valise à mes côtés. Sur la table cirée de la salle à manger, où je n'étais plus la bienvenue, j'ai laissé un simple mot manuscrit plié en deux. Merci de me rappeler qui je suis. J'ai glissé la clé de la maison dans la fente à lettres et suis monté dans le taxi sans un regard en arrière. Le chauffeur m'a demandé si j'avais besoin d'aide pour mon sac. J'ai souri. Non, merci. Il fait étonnamment clair. 2 heures plus tard, je déverrouillai la porte d'un petit appartement ensoleillé à Cannon Beach, surplombant le majestueux Estac Rock. C'était un endroit que j'avais acheté discrètement 5 ans plus tôt, un plan au cas où, né de la sagesse prudente de Richard. L'appartement sentait le sel marin et l'espace vide et propre. On ne se sentait pas seul. C'était paisible. J'ai ouvert les fenêtres et laissé la brise marine souffler. Le silence ici était différent. C'était une présence, pas une absence. C'était le mien. Mon téléphone est resté éteint pendant 3 jours. Quand je l'ai enfin allumé, le déluge est arrivé. Des SMS de Léo. Maman, la carte ne fonctionne pas. Il y a un problème avec le compte? Puis l'école a appelé. Les frais de scolarité ont été refusés. Veuillez m'appeler. Puis Chloé, dégoulinante d'indignation. C'est une blague de mauvais goût. Geneviève? La compagnie d'électricité a envoyé un avis de coupure. Je les ai tous lus et supprimés. Je n'avais plus rien à dire qu'ils soient disposés à entendre. J'étais, comme elle me l'avait si gentiment rappelé, juste un invité. Et les invités ne sont pas responsables des urgences domestiques. Les invités ne portent pas le fardeau des hôtes. Mais je n'avais jamais été invité. J'avais été la fondation. Et quand la fondation s'en va, la maison est vouée à trembler. Une semaine après mon départ, ils ont reçu une lettre officielle de la banque. Une semaine plus tard, une mise en demeure sur le prêt immobilier que je remboursais. D'après ce qu'un ami du quartier m'a raconté, cette vie bien organisée s'est effondrée à une vitesse fulgurante. Chloé, incapable de payer une garde d'enfants, a dû quitter son emploi à temps partiel dans une galerie d'art. Léo faisait des doubles journées dans un entrepôt. Ses mains, autrefois douces à cause d'un travail de bureau, étaient maintenant couvertes d'ampoules et irritées. La voisine a dit avoir vu Chloé dans l'allée un après-midi, hurlant dans son téléphone. Le portrait d'une femme dont la réalité s'était soudain retrouvée avec une facture. La maison qui sentait autrefois le poulet rôti et le linge frais était maintenant froide. Un après-midi pluvieux, un dernier message vocal est arrivé. C'était elle. Sa voix était faible, dénuée de son assurance habituelle. Geneviève, nounou, je sais que nous avons été injustes. C'est juste que ça a été si dur. Les enfants ont besoin de stabilité. On pourrait, s'il vous plaît, juste parler? Je l'ai écouté 2 fois. Son appel pour la stabilité qu'elle avait si négligemment brisé. Puis je l'ai effacé. Ce ne sont pas ces mots qui ont gardé la maison au chaud. Ce ne sont pas ces efforts qui ont payé les chaussures des enfants. C'étaient les miens. Elle me prenait pour une invitée. Mais j'avais été l'hôte depuis le début, et la fête était finie. Mes matins m'appartiennent désormais.
Je sirote mon thé Earl Grey en regardant la brume se dissiper sur le Pacifique. J'ai rejoint un club de lecture rempli de femmes dont les histoires, chacune à leur manière, font écho à la mienne. Des femmes qui ont donné jusqu'à devenir transparentes pour se retrouver elles-mêmes à l'état brut. Nous nous appelons la société de restauration de Canon Beats. Nous restaurons des livres, des meubles et les esprits des autres. Nous parlons d'actes et de testaments, de l'importance de laisser son nom gravé sur sa propre vie. Nous ne détestons pas nos enfants. Ce serait trop simple. Nous refusons simplement de les sauver des conséquences de leur propre choix. La maternité m'a appris à m'accrocher, mais la sagesse m'a appris le pouvoir du lâcher-prise. Aux femmes qui pourraient entendre cette histoire, aux aidantes et aux piliers discrets des familles, ne les laissez pas vous transformer en invités dans le foyer que votre travail a bâti. Ne laissez pas leur confort devenir votre cage. Gardez votre nom sur votre dignité. Lorsqu'elles commencent à vous traiter de difficile, c'est souvent parce que vous avez cessé d'être commode. Et lorsqu'elles oublient qui les a soutenues, rappelez-leur, non pas avec colère, mais avec le silence assourdissant de votre absence. Je leur ai donné la stabilité. Elles m'ont offert l'exil. Alors je leur ai donné ce qu'elles voulaient vraiment depuis toujours, une vie sans moi. Et ce faisant, j'ai trouvé la mienne. C'est une vie pleine d'air salin, de bons livres et de la lumière éclatante et sans complexe de ma propre compagnie. Et l'attente en valait la peine. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de suivre pour en savoir plus. Merci d'avoir regardé. Au revoir.